Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'épisode 3 de notre podcast Bien manger et les allergies. Alors attention, petit message d'alerte. Je ne suis ni médecin ni nutritionniste. Donc tout le contenu est là pour le côté pédagogique du français, vous apporter du vocabulaire, vous permettre de vous exprimer au cas où vous auriez besoin et ou au cas où vous seriez allergique et vous auriez besoin de vous protéger lors de vos voyages en France ou euh, de votre installation véritablement dans notre pays. Donc, attention, ce ne sont pas des conseils, mais bien de la pédagogie autour du vocabulaire. Donc, pour l'épisode 3, podcast, c'est parti. Manger sainement entre bonnes habitudes et défis spécifiques. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast Bien dans son assiette. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui nous concerne tous, notre alimentation. Pour manger sainement, mais nous aborderons aussi les défis que rencontrent certaines personnes, notamment celles touchées par les allergies alimentaires. Je suis Stéphane. Et je suis Paul. Ensemble, nous allons décortiquer ces sujets en nous basant sur des informations issues de sources spécialisées. Commençons, Stéphane, par les bases de la diététique et de la nutrition. Quelles sont, selon tes sources, quelques principes clés pour une alimentation saine? Nos sources mettent en avant plusieurs aspects intéressants. Par exemple, on y trouve des conseils généraux pour manger sainement. Un point essentiel abordé est l'ajout de graines à notre alimentation, comme les graines oléagineuses et les grains entiers. Elles peuvent être une source intéressante de nutriments. On parle aussi des bienfaits des aliments entiers pour la santé, expliquant comment ils peuvent fournir les nutriments essentiels. Oui, l'approche globale de l'alimentation semble primordiale. On voit également des conseils plus spécifiques, comme comment utiliser le citron pour arrêter la diarrhée ou comment booster son immunité avec certains aliments. Il y a aussi des articles sur des aliments spécifiques, comme les bienfaits de l'huile de coco ou les aliments riches en potassium. Et n'oublions pas l'aspect plaisir avec des idées de recettes, que ce soit des recettes saines pour le régime FODMAP ou des boissons saines pour l'été, ou même les meilleurs légumes à ajouter au smoothie. Tout à fait. La diététique couvre un large spectre, allant des conseils généraux aux approches plus ciblées, comme les étapes pour une perte de poids durable ou la perte de poids après la grossesse. C'est un domaine en constante évolution, axé sur l'optimisation de notre santé via notre assiette. Cependant, Stéphane, cette vision d'une alimentation saine pour tous rencontre des obstacles majeurs pour une partie croissante de la population, les personnes souffrant d'allergies alimentaires. Nos sources soulignent que les allergies alimentaires sont de plus en plus courantes. L'OMS prévoyant que la moitié de la population mondiale pourrait être concernée d'ici 2050, en France, 8% de la population s'est vue diagnostiquer une allergie alimentaire. Une allergie alimentaire est décrite comme une réaction immunitaire inappropriée du corps face à un allergène. Le corps identifie par erreur cet élément, souvent une protéine présente dans un aliment, comme néfaste et déclenche une réaction de défense. Il est crucial de la différencier d'une simple intolérance. Les allergies peuvent être IgE dépendantes, impliquant la production d'anticorps spécifiques, les hémoglobines E par exemple, ou non dépendantes de ces IgE, affectant alors souvent le système digestif, comme dans le cas de malabsorption. Absolument, les symptômes d'une allergie alimentaire peuvent toucher différentes fonctions du corps. Ils incluent des symptômes cutanés, boutons, eczéma, démangeaisons, gonflements, digestifs, diarrhée, nausées, vomissements, et respiratoires, gêne respiratoire, sensation d'étouffement, asthme. Il peut y avoir des symptômes cardiovasculaires, ralentissement du cœur, étourdissement, perte de conscience. Le plus préoccupant est la réaction systémique qui combine plusieurs symptômes et peut entraîner un dysfonctionnement généralisé, potentiellement un choc anaphylactique pouvant être mortel. Comment identifie-t-on une allergie alimentaire? Les sources listent trois méthodes principales, le test cutané ou prick test, où l'on applique un extrait d'aliment sur la peau pour observer la réaction. C'est une première estimation réalisée par un allergologue. Il y a aussi le dosage sanguin des JGE.
qui analyse le taux d'anticorps spécifique pour évaluer le risque. Ce test n'est pas invasif, mais ne détecte que les allergies IgE dépendantes. Enfin, le test le plus fiable, mais aussi le plus risqué, est le test de provocation orale, qui consiste à faire ingérer une petite quantité d'allergène en milieu hospitalier, bien sûr, pour observer la réaction. Il a pour but de provoquer l'allergie pour la confirmer. Une fois l'allergie identifiée, quels sont les traitements ou stratégies de gestion? La première mesure est la plus fondamentale, est l'éviction totale de l'allergène. Cela signifie retirer complètement l'aliment incriminé de l'alimentation. C'est essentiel pour éviter les symptômes. Dans certains cas, l'éviction peut aider le corps à oublier l'allergène et réduire la production d'anticorps, ouvrant parfois la voie à une réintroduction. L'éviction totale demande une vigilance extrême et une lecture attentive des étiquettes. Elle peut entraîner des carences nutritionnelles nécessitant un suivi médical. La réintroduction, vous l'avez mentionné, est-ce toujours possible? Non, pas pour les allergies majeures, mais c'est une pratique de plus en plus courante pour certaines. Elle se fait en milieu hospitalier, sous surveillance médicale stricte. Le patient se voit administrer des microdoses de l'allergène augmentées progressivement. Le but est de repousser le seuil de tolérance, permettant, dans les cas réussis, de tolérer au moins des produits contenant des traces de l'allergène. Cependant, c'est une démarche risquée car elle peut provoquer une réaction, y compris un choc anaphylactique, d'où la nécessité du cadre hospitalier. Et en cas de réaction allergique, qu'est-ce qui est préconisé? Le traitement dépend de la gravité. Les symptômes légers peuvent être gérés par des antihistaminiques. Les difficultés respiratoires, notamment l'asthme, peuvent être nécessiter des bronchodilatateurs. Mais en cas de choc anaphylactique, le traitement d'urgence vitale est une injection d'adrénaline, généralement via un stylo auto-injectable. Dans tous les cas de symptômes graves, il faut appeler les secours au 15. Les sources rappellent que malheureusement des décès surviennent chaque année, soulignant l'importance d'une prise en charge rapide et adaptée. Cela soulève la question de la gestion au quotidien, surtout hors de la maison. Les statistiques montrent qu'une personne allergique sur 4 absorbe accidentellement son allergène chaque année, et 90% de ces accidents se produisent en dehors de la maison. C'est pourquoi l'étiquetage obligatoire des 14 allergènes majeurs sur les produits emballés est essentiel. Un décret européen impose qu'ils apparaissent clairement et distinctement. Pour les aliments non emballés, l'indication de la présence d'allergènes doit être disponible sur le lieu de vente. Il est également important de signaler les risques de contamination indirecte par des mentions comme « peut contenir des traces de quelque chose ». C'est une responsabilité partagée entre les industriels et les consommateurs vigilants. Tout à fait, et ce défi est particulièrement important pour les enfants allergiques. Leur système immunitaire est en développement et la sensibilisation peut commencer très tôt, même in utero ou via l'allaitement. Identifier une allergie chez un enfant peut être difficile car les symptômes peuvent ressembler à d'autres maux courants. Pour les enfants, et la gestion en collectivité est un stress majeur. Le projet d'accueil individualisé, PAI, est un document essentiel qui détaille la procédure à suivre en cas de réaction et liste les médicaments nécessaires. Il doit être partagé avec toutes les personnes encadrant l'enfant. Cela inclut l'école et la cantine, j'imagine. Précisément, à l'école, le PAI doit être présenté au personnel. À la cantine, il est fréquent que les parents doivent fournir le repas. L'établissement doit alors mettre à disposition un réfrigérateur, un micro-ondes dédié ou pour éviter la contamination croisée. Oui, les sources mentionnent des solutions pratiques. Cela inclut les vêtements de prévention pour alerter l'entourage, des accessoires de repas adaptés, des trousses d'urgence PAI pour transporter les médicaments. Et qu'en est-il au restaurant? C'est un lieu où les risques de contamination peuvent sembler élevés. C'est effectivement un point sensible. Les restaurateurs ont l'obligation légale de mettre à disposition la liste des allergènes majeurs présents dans leurs plats, même si cette liste n'est pas toujours sur le menu. Le client peut la demander.
On voit donc que la diététique n'est pas qu'une question de bien manger au sens général, mais aussi une question de gestion des risques très concrets pour une partie de la population. Les conseils sur les graines, les aliments entiers ou les recettes doivent être adaptés en fonction des contraintes liées aux allergies. Exactement, l'information et la communication sont cruciales, que ce soit par l'étiquetage, le dialogue avec les restaurateurs. Une bonne gestion de l'alimentation, qu'elle soit générale ou spécifique à une condition comme l'allergie, est fondamentale pour la santé et la sécurité. C'est une plongée fascinante et éclairante dans les multiples facettes de notre alimentation. Merci Paul pour ces informations précieuses issues des sources. Merci à vous Stéphane et merci à nos auditeurs pour leur écoute. N'hésitez pas à vous renseigner davantage sur ces sujets et à consulter les professionnels de santé pour des conseils personnalisés. Prenez soin de vous et de votre assiette.